10 experts encerclaient la moissonneuse-batteuse, valant des millions, quand une mécanicienne fut interrompue avec mépris. « Reste à ta place, la campagnarde à la grosse tête. C'est un travail d'adulte, ici. » Elle ne baissa pas la tête. « Une spécialiste des caisses à savon qui veut nous donner des leçons. » Se moqua l'agriculteur millionnaire, sortit un billet et lança. « Prends ces 5 €, vois si tu ne dépenses pas tout, et laisse les gars travailler. » Elle respira profondément, les regarda tous et dit quelque chose qui fit taire tout le monde, puis s'approcha de la machine. Que se passa-t-il ensuite? Personne n'était préparé à cela. Commentez si vous pensez que la mécanicienne du Limousin mérite le respect. Le domaine Sainte-Victoire a toujours été l'une des plus grandes propriétés de cette région. Des terres fertiles, des machines modernes, des récoltes abondantes, année après année. Mais en ces jours de mars, le domaine faisait face à une crise qui menaçait tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tout commença un matin de vent violent. Ces vents qui arrachent les tuiles, déracinent les arbres, font monter la poussière rouge en formant des nuages. Une lourde structure métallique, de celles utilisées pour couvrir les équipements, fut arrachée du sol par la tempête et s'effondra pile sur la moissonneuse-batteuse New Holland. L'imposante machine bleue et jaune, estimée à 400 000 €, oui, vous avez bien entendu 400 000 €, resta là, avec son moteur avant complètement endommagé par l'impact. Sans cette moissonneuse-batteuse en marche, la récolte entière était menacée. Et avec la récolte menacée, c'était aussi le gagne-pain de dizaines de familles qui travaillaient sur ces terres qui étaient en péril. 70 familles, pour être plus exact, 70 familles qui dépendaient de ce travail pour mettre de la nourriture sur la table, payer le loyer, acheter des cahiers pour leurs enfants. Le propriétaire du domaine était un homme nommé Théodore de Noirval, âgé de 58 ans. Cheveux grisonnants, toujours peignés en arrière avec du gel, costume coûteux même pour travailler au champ. Une montre suisse au poignet gauche qui valait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en une année entière. Théodore était connu dans toute la région pour deux choses, être extrêmement riche et être extrêmement dur avec ses employés. Lorsque la moissonneuse-batteuse tomba en panne, Théodore ne perdit pas de temps. Il embaucha 10 experts renommés, des gens avec des diplômes accrochés au mur, des certifications internationales, de l'expérience dans de célèbres constructeurs automobiles et les payait 600 € par jour chacun. Faites le calcul avec moi, 10 experts fois 600 €, cela fait 6 000 € par jour. Pendant ce temps, les travailleurs du domaine accumulaient 2 mois de salaires impayés. Une semaine entière passa. 7 jours complets avec ces 10 hommes autour de la machine, tripotant ici, testant là, connectant des tablettes, consultant des manuels techniques en anglais, faisant des appels vidéo avec des fabricants en Allemagne. Et quel fut le résultat? Aucun. La moissonneuse-batteuse restait en panne. Ils testaient des hypothèses au hasard. Ils échangeaient des pièces sans être sûrs que cela résoudrait le problème. Ils suivaient les procédures des manuels sans vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. Le désespoir commençait à s'installer. La récolte ne pouvait pas attendre. Le climat n'attendait pas. La pluie prévue dans 15 jours n'allait pas demander si la machine était prête. C'est dans ce scénario qu'apparut Anissa Dubois-Moreau. Anissa avait 30 ans, mais semblait porter une expérience de vie bien plus grande que son âge. Née dans une petite ville reculée du Limousin, où la sécheresse sévissait 6 mois par an, elle avait grandi en voyant son grand-père réparer de vieux tracteurs. Son grand-père, M. Raymond, était un homme simple, qui recevait son paiement en sacs de farine, en poulet, en jours de travail échangés, mais il avait un don spécial. Il comprenait les moteurs comme personne et avait tout enseigné à sa petite fille. Anissa a fui la sécheresse, encore adolescente, à seulement 17 ans. Elle prit un bus pour Paris avec 60 € en poche et une valise en carton attachée avec de la corde. Elle dormit dans les gares routières, accepta tous les travaux qui se présentaient, lava le sol des boulangeries, servit des repas simples dans un restaurant populaire, jusqu'à obtenir un emploi dans un garage de bord de route. Là, elle montra ce qu'elle savait faire. En 6 mois, elle réparait déjà les moteurs mieux que les anciens mécaniciens de l'atelier.
Elle avait un don hérité de son grand-père, la capacité extraordinaire de diagnostiquer les problèmes de moteur simplement par le son, comme si les machines parlaient une langue que seule elle comprenait. Il suffisait d'écouter le ronronnement du moteur, la toux de l'allumage, le sifflement d'une courroie, et elle savait exactement ce qui n'allait pas. Cet après-midi de mars, Anissa était au garage en train de réparer la boîte de vitesse d'une coccinelle 78 quand entra Gérard, l'un des travailleurs du domaine Sainte-Victoire. Gérard était un client de longue date. Il amenait toujours son vieux tracteur à Anissa pour qu'elle y jette un œil quand il faisait un bruit étrange. « Mademoiselle, vous n'avez pas idée du cirque qu'il y a là-bas au domaine » commenta Gérard en attendant, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir à carreaux. 10 ingénieurs très chers, une semaine entière, et rien pour réparer cette moissonneuse-batteuse. Le patron est en train de devenir fou. Anissa leva la tête, essuyant ses mains sur un vieux chiffon. Une moissonneuse-batteuse? Quel modèle? New Holland, bleu et jaune, une de ses nouvelles. Une structure est tombée dessus, le moteur est cassé, 400 000 € à l'arrêt là dans le hangar. Elle eut un petit rire. Et ces ingénieurs n'arrivent même pas à diagnostiquer. Non, mademoiselle, ils restent là avec leur tablette, leur ordinateur, leur appareil importé, mais la machine reste silencieuse. Et nous, ici, avec 2 mois de salaire en retard, pendant que le vieux les paie 6 000 € par jour. Quelque chose s'alluma en Anissa. Peut-être était-ce l'indignation de savoir que des travailleurs honnêtes étaient dans le besoin alors que l'argent était gaspillé avec l'incompétence. Peut-être était-ce la curiosité professionnelle de voir une machine que 10 experts ne pouvaient pas réparer. Ou peut-être était-ce simplement l'envie de prouver une fois de plus qu'elle savait ce qu'elle faisait. « Gérard, où se trouve ce domaine ?»« Eh bien, Sainte-Victoire, mademoiselle, vous connaissez, à environ 20 kilomètres d'ici, par le chemin de terre. Je vais y faire un tour. Je veux voir ce feuilleton de près. » Gérard écarquilla les yeux. « Mademoiselle, le patron n'est pas quelqu'un de gentil. Il est dur, mal élevé. »« Et avec les femmes, alors ?»« Laissez-moi faire, Gérard. Je vais juste jeter un œil. » Le lendemain, Anissa ferma le garage plus tôt, prit sa mallette à outils, une boîte en métal vert foncé, déjà délavée par le temps et l'usage, et se rendit au domaine dans sa Renault 5 blanche de 88, qui faisait un bruit de ferraille, mais ne la laissait jamais tomber. Quand elle arriva au portail principal du domaine Sainte-Victoire, le gardien la regarda avec méfiance. « Mademoiselle, c'est une propriété privée ici. Je sais. Je suis venu voir la moissonneuse-batteuse en panne. Vous êtes mécanicienne ? » ?»« Oui. » Le gardien rit. « Écoutez, il y a 10 ingénieurs là-dedans qui se cassent la tête. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus personne. C'est justement parce qu'il y en a 10 et qu'aucun n'a résolu le problème que je suis venu. Vous me laissez entrer ou non ?» Le gardien, plus par curiosité que par autre chose, ouvrit le portail. Le hangar où se trouvait la moissonneuse-batteuse était immense. Structure métallique haute, toiture en tôle de zinc, sol en béton lisse. Et là, au centre, comme un géant bleu et jaune endormi, se trouvait la machine. Autour d'elle, les 10 experts, tous en blouse bleue standardisée, casque blanc, tablettes à la main, outils très coûteux éparpillés dans des chariots bien rangés. Anissa entra, vêtue de sa combinaison en cuir blanc authentique, celle que son grand-père lui avait offerte pour ses 15 ans, toute maculée de vieille graisse qui ne partait jamais, peu importe combien de fois elle la lavait. Des lunettes de vue à monture simple, les verres rayés au coin, un bracelet jaune au poignet gauche, les cheveux ondulés relevés dans une coiffure vintage, qu'elle faisait tous les jours de la même manière. L'un des experts la regarda et rit. « Oh là là, mademoiselle, je crois que vous vous êtes trompée d'endroit. La cuisine est de l'autre côté. » D'autres rirent avec lui. « Je ne me suis pas trompé, je suis venu voir la moissonneuse-batteuse. »« Voir pour quoi faire ? Vous allez aussi réparer un mixeur ?» Plus de rire. Anissa respira profondément. Elle y était habituée. Ce n'était pas la première fois, ce ne serait pas la dernière. « Votre nom est Anissa ?» demanda l'un des hommes en lisant la broderie sur sa combinaison. « Quel nom bizarre! Votre père a perdu un pari. »
Les éclats de rire augmentèrent. Elle continua à marcher vers la machine. « Hé, calmez-vous, vous ne pouvez pas vous approcher. » L'un d'eux se posta devant elle. « Cette machine vaut 400 000 €. Ce n'est pas un jouet. » « Je sais que ce n'est pas un jouet. C'est pour ça que je suis venu voir pourquoi vous n'arrivez pas à la réparer. » Le climat devint tendu. Les hommes se regardèrent. À ce moment, une voix grave vint du fond du hangar. « Qui est celle-là » Monsieur Théodore de Noireval s'avançait vers le groupe à pas ferme. Costume gris foncé même par cette chaleur, chaussures en cuir ciré, montre brillante au poignet. « Patron, c'est une jeune femme qui est apparue ici en disant qu'elle venait voir la machine », expliqua l'un des experts. Théodore regarda Anissa de haut en bas avec une expression mêlant mépris et amusement. « Et qui êtes-vous » Anissa Dubois-Moreau. « Mécanicienne. »« Mécanicienne, » répéta-t-il lentement, savourant le sarcasme. « Et où travaillez-vous, mécanicienne Anissa ?»« Dans un garage de bord de route. »« Dans un garage ?» Théodore éclata de rire. « Vous avez entendu ? Dans un garage de bord de route. » Il se tourna vers les experts. « Messieurs, cette semaine, je vous ai payé 42 000 €. 42 000 €. Vous avez une formation chez des constructeurs internationaux, des certifications, de l'expérience. Et cette jeune femme qui répare les pneus crevés de camions pense qu'elle peut aider ?» Les experts rirent. Anissa ne bougea pas. Théodore continua. « Savez-vous combien vaut cette machine ? 460 000 €. Technologie suisse et allemande, système d'injection électronique, ordinateur de bord, et vous venez avec votre... » Il montra sa mallette verte délavée. « Votre petite mallette de jouets, pensant que vous allez résoudre le problème. » « Je ne suis pas venu résoudre, je suis venu regarder. »« Ah, regardez !» Il rit de nouveau. « Écoutez, je vais être poli avec vous parce que je suis un homme de bonne manière, mais je vais vous demander gentiment de vous retirer. Les adultes travaillent ici. » Anissa sentit son sang bouillir, mais garda son calme, ce calme tranchant qu'elle avait appris de son grand-père. « C'est d'accord. » Elle commença à se retourner, mais Théodore n'avait pas terminé. « Attendez. » Il fourra la main dans sa poche et en sortit un billet de 5 € froissé. Il le tendit à Anissa avec un sourire moqueur. « Prenez, achetez-vous un biscuit et laissez les adultes travailler. » Le silence qui s'abattit dans le hangar fut absolu. Les experts arrêtèrent de rire, attendant sa réaction. Anissa regarda le billet, regarda Théodore, puis d'une voix basse mais qui coupa l'air comme une lame, répondit « Gardez votre argent, vieil imbécile. Gardez-le pour vos ingénieurs de caisse à savon. » L'expression de Théodore changea instantanément. Le sourire disparut. « Qu'avez-vous dit ? » « J'ai dit que vos ingénieurs chers sont incompétents. Une semaine entière, 40 000 €, et la machine est toujours en panne. Mais le problème n'est pas le mien. Bonne chance. » Elle lui tourna le dos et commença à marcher vers la sortie. « Attendez !» La voix de Théodore résonna dans le hangar. « Vous vous croyez très maligne ? » ?»« Oui. Vous pensez en savoir plus qu'eux ?» Anissa s'arrêta. Elle se retourna lentement. « Je ne pense pas. J'en suis sûr. »« Alors, réparez-la. » Théodore désigna la moissonneuse-batteuse. « Ici, devant tout le monde. Si vous êtes si bonne, si confiante, montrez-le. » Les yeux d'Anissa rencontrèrent les siens, et à ce moment-là, mes chers amis, elle prit une décision qui allait tout changer. « D'accord, je la répare. » Ah, le défi était lancé, mes amis, et le silence qui régnait dans ce hangar était si lourd qu'on pouvait le sentir. Théodore croisa les bras, son sourire arrogant revenant sur son visage. Il était certain d'avoir acculé Anissa, qu'elle reculerait, s'excuserait, partirait honteuse. Après tout, il y avait 10 experts renommés contre une mécanicienne de garage. Pour lui, le résultat était déjà décidé. « Très bien, » dit Théodore, la voix chargée de sarcasme. « Alors, établissons les règles de ce petit spectacle. Combien de temps avez-vous ? Une semaine, 2 ? » Anissa s'approcha de la moissonneuse-batteuse, ses yeux parcourant chaque centimètre de la machine. Elle ne répondit pas immédiatement.
Elle observa les câbles déconnectés, pendus comme des entrailles exposées, les pièces éparpillées sur des établis improvisés, les capteurs retirés jetés dans des boîtes en carton, sans aucune organisation. Elle vit l'huile s'écouler sur le sol, formant des flaques sombres, des outils coûteux laissés n'importe comment, des manuels techniques ouverts à des pages aléatoires. 3 jours, répondit-elle sans quitter la machine des yeux. L'un des experts éclata d'un rire sonore. 3 jours, nous avons estimé au moins 1 semaine. Et encore, vous avez mal estimé. Anissa se tourna vers lui. Vous avez mal estimé parce que vous ne savez pas ce que vous faites. L'homme devint rouge. Écoutez-moi, mademoiselle. Non, c'est vous qui écoutez. La voix d'Anissa sortit ferme, sans crier, mais avec une autorité qui fit que tout le monde prêta attention. Vous avez passé 7 jours à changer des capteurs, à manipuler des câbles, à tester je ne sais quoi, mais aucun de vous n'a regardé là où il fallait vraiment regarder. Aucun de vous n'a senti cette machine. Senti? Théodore rit. Quelle bêtise est-ce que de sentir une machine? C'est de l'ingénierie, ce n'est pas de la magie. Anissa ignora le commentaire, s'accroupit à côté de la moissonneuse-batteuse et ouvrit sa mallette verte délavée. De l'intérieur, elle sortit une petite lampe de poche, mais puissante. Les experts observaient avec des expressions mêlant curiosité et dédain. Elle ne toucha encore à rien. D'abord, elle s'approcha du moteur, resta là quelques secondes, observant simplement. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle s'accroupit complètement et sentit. Elle approcha son visage du bloc moteur et inspira profondément. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» chuchota l'un des experts à l'autre. « Elle sent l'huile brûlée. » Anissa répondit sans les regarder. Et le métal surchauffé, mais il y a quelque chose de plus ici. Elle sentit à nouveau, plus lentement cette fois, du fluide hydraulique sucré, là où il ne devrait pas être. Théodore fronça les sourcils. Du fluide hydraulique? Oui. Anissa prit la lampe de poche et éclaira sous le moteur, observant le carter. La lumière se refléta sur quelque chose qui brillait dans l'huile sombre accumulée. Des fragments, de petits morceaux métalliques brillants, nageant dans ce liquide épais et sale. Elle se leva, essuya ses mains sur sa combinaison déjà tachée et regarda finalement Théodore. Piston cassé dans le cylindre numéro 3. Des morceaux sont tombés dans le carter. Ils sont mélangés à l'huile. La bielle est également compromise, probablement tordue ou avec une bague fondue. Et il y a une fuite du système hydraulique dans la chambre de combustion. C'est arrivé quand la structure est tombée sur la machine. L'impact a fissuré la base du cylindre. Le silence revint, mais cette fois, il était différent. Ce n'était pas de la moquerie, c'était du choc. L'un des experts, le plus âgé du groupe, aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, fit un pas en avant. Impossible. Nous avons vérifié les cylindres, il n'y a pas de fissure. Vous avez vérifié par le haut, vous n'avez pas regardé à la base. Anissa désigna avec sa lampe de poche. Là, cylindre 3, base. Il y a une fine fissure, presque imperceptible, mais elle est là. L'expert prit sa propre lampe de poche et s'accroupit. Il éclaira là où Anissa avait indiqué. Il resta accroupi pendant près d'1 minute, déplaçant la lumière sous différents angles. Puis son visage pâlit. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Elle a raison. Il y a une fissure ici. » Les autres experts coururent pour voir. Un par un, ils éclairèrent, vérifièrent, et les expressions de confiance furent remplacées par de l'embarras. Théodore observait tout avec une expression mêlant incrédulité et colère. « Comment avez-vous vu cela ?»« Je n'ai pas vu. J'ai senti. » Anissa rangea sa lampe de poche. Senti par l'odeur, par le type de débris dans l'huile, par le modèle de fuite. Vous avez passé 1 semaine à tripoter des capteurs, des câbles, des filtres, mais vous n'avez pas regardé l'essentiel, vous n'avez pas senti la machine. Le silence était assourdissant. Maintenant, Anissa pouvait sentir les regards, certains honteux, d'autres en colère, mais tous choqués. Alors, Théodore s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son sang-froid. « De combien de temps avez-vous besoin déjà ?»«
3 jours. Et combien demandez-vous? La réponse d'Anissa vint rapidement et trancha comme un rasoir. Rien. Théodore cligna des yeux, confus. Comment ça? Rien? Je ne veux pas de votre argent. Elle regarda autour du hangar, où certains travailleurs du domaine commençaient à se rassembler aux abords, observant de loin. Si je répare cette machine, vous ferez une chose pour moi. Vous payez les salaires en retard de tout le monde. Tous, jusqu'au dernier centime avec les intérêts. Le visage de Théodore devint rouge. Cela ne vous regarde pas. Bien sûr que si, car pendant que vous jetez 6 000 € par jour à la poubelle en payant des gens incompétents, il y a 70 familles ici qui sont dans le besoin. Il y a des enfants sans lait, des gens avec des factures d'électricité en retard. Et vous, avec votre montre à 10 000 € au poignet, vous vous prenez pour le roi. La tension dans l'air était palpable. Les experts regardèrent le sol. Les travailleurs aux abords du hangar retenaient leur souffle. Théodore fit 2 pas vers Anissa, les yeux étincelants de colère. « Vous ne savez rien de moi, de ce que j'ai construit ici. Je sais que vous avez construit sur la sueur des autres et que vous les traitez comme des pièces jetables. » Anissa ne recula pas d'1 centimètre. « Je répare votre machine gratuitement, mais vous réglez vos dettes envers vos gens et vous me laissez tranquille. Je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous appreniez une chose. La compétence n'a pas de genre, et le respect se gagne par un travail honnête, pas par l'arrogance. » Pendant un instant, il sembla que Théodore allait exploser. Ses mains se serrèrent en poing, sa mâchoire se contracta, son visage devenant de plus en plus rouge. Mais alors, peut-être réalisant que tous les travailleurs observaient, peut-être réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, il fit un pas en arrière. « D'accord. » La voix sortit rauque. 3 jours. Si vous réparez, je paie les salaires, tous avec les intérêts. Tous avec les intérêts, cracha-t-il les mots. Anissa hocha la tête. Alors, écartez-vous, vous, là. Elle désigna les experts. Vous pouvez partir, vous ne servirez à rien désormais. L'un des hommes commença à protester, mais Théodore leva la main. Faites ce qu'elle a dit, vous êtes renvoyés. Les 10 experts commencèrent à ramasser leurs outils coûteux, leurs tablettes, leurs équipements. Certains semblaient soulagés d'échapper à cette humiliation. D'autres murmuraient entre eux, jetant des regards furieux à Anissa. Quand le dernier d'entre eux sortit, Théodore se tourna vers 2 travailleurs qui étaient proches. « Antoine, Joseph, vous 2, vous allez l'aider pour tout ce dont elle aura besoin. » 2 hommes s'approchèrent. Antoine, plus âgé, une 40aine d'années, petit et fort, les mains calleuses de décennies de travail manuel. Joseph, plus jeune, une 20aine d'années, grand et mince, les yeux méfiants. « Patron, on ne s'y connaît pas en mécanique, » commença Antoine. « Vous allez apprendre, ou du moins, vous ferez ce qu'elle ordonne. » Théodore regarda Anissa une dernière fois. 3 jours, pas 1 minute de plus, et sortit du hangar à pas lourds. Anissa resta là, debout dans le silence qui suivit. Antoine et Joseph l'observaient sans savoir quoi faire. Quelques travailleurs étaient encore aux abords du hangar, chuchotant entre eux. Alors, Anissa respira profondément, ouvrit complètement sa mallette et regarda les 2 hommes. « Bien, au travail. Première chose, je ne donne pas d'ordres en criant. J'explique ce qui doit être fait et pourquoi. Vous m'aidez et vous apprenez. C'est clair ?» Antoine et Joseph se regardèrent. Lentement, ils hochèrent la tête. « Excellent. » Anissa désigna la moissonneuse-batteuse. « Alors commençons, car 3 jours passent vite. » Pendant qu'elle commençait à organiser les outils à l'extérieur du hangar, Gérard parlait avec d'autres travailleurs. « Vous avez vu ça ?» commentait un homme au chapeau de paille, encore sous le choc. Elle a cloué le bec aux ingénieurs et a parlé au patron en face. « Une femme !» ajouta une femme, les yeux écarquillés. « Personne ne lui a jamais parlé comme ça. »« Vous croyez qu'elle va vraiment y arriver ?» demanda un autre travailleur. « 3 jours, c'est très peu. » Gérard regarda le hangar, voyant la silhouette d'Anissa se déplaçant parmi les outils.
S'il y a quelqu'un qui peut, c'est elle. J'ai déjà vu cette jeune femme faire des miracles avec un moteur mort. Elle a un don, les amis, un vrai don. » À l'intérieur du hangar, Anissa n'entendait rien de tout cela. Elle était complètement concentrée, les doigts déjà maculés de graisse, les yeux fixés sur la machine en panne devant elle. Et pour la première fois en une semaine, cette moissonneuse-batteuse de 400 000 € allait recevoir l'attention de quelqu'un qui savait vraiment ce qu'elle faisait. Au manoir, Théodore s'enferma dans son bureau, se servit un whisky, les mains tremblantes de colère. De la colère de quoi exactement? Il ne savait pas dire. De la colère de la situation, de la colère d'avoir été confronté devant les employés, de la colère qu'une femme de garage ait découvert en quelques minutes ce que 10 experts n'avaient pas vu en une semaine, ou de la colère contre lui-même pour savoir au fond de lui qu'elle avait raison sur tout. Il but son whisky d'un trait, sentant la boisson lui brûler la gorge, et pour la première fois depuis longtemps, Théodore de Noireval se demanda quel genre d'homme il était devenu. Anissa ne quitta pas cette moissonneuse-batteuse, ne rentra pas chez elle, ne se reposa pas, ne s'arrêta pas. Elle installa un matelas improvisé entre les outils dans un coin du hangar, et y dormait quand son corps ne pouvait plus tenir. Elle se réveillait au milieu de la nuit, à 3 ou 4 heures du matin, et était déjà debout, lampe de poche à la main, reprenant le travail. Elle ne mangeait que lorsque Gérard ou un autre travailleur lui apportait un repas, et même alors, elle mangeait sans arrêter de travailler, tenant la fourchette d'une main pendant que l'autre tenait la clé à molette, mâchant en observant une pièce sous la lumière, buvant de l'eau sans quitter le moteur des yeux. Antoine et Joseph, qui au début la regardaient avec méfiance, ne mirent même pas une demi-journée à changer complètement d'avis. La façon dont Anissa travaillait était différente de tout ce qu'ils avaient jamais vu. Elle n'ordonnait rien sans expliquer pourquoi. Elle ne criait pas quand quelque chose allait mal. Elle enseignait en faisant. Elle partageait ses connaissances comme on partage le pain. Le premier jour fut entièrement consacré au démontage. Et quel démontage, mes amis! Anissa commença par débrancher tous les systèmes électriques de la machine, un par un, avec un soin méticuleux. Elle déconnecta la batterie, isola les câbles avec du ruban adhésif, étiqueta chaque connexion avec des petits morceaux de papier sur lesquels elle écrivait à la main. Câble positif, pompe, masse, capteur de pression, alimentation, module d'injection. Chaque détail était noté, rien n'était laissé au hasard. « Antoine, viens ici » l'appela-t-elle. « Regarde ça. Quand tu démontes une machine complexe comme ça, tu ne peux pas te fier à ta mémoire. Il faut tout étiqueter, car au moment de remonter, une connexion erronée peut griller tout le système. » Antoine observait, fasciné. Mais les ingénieurs ne faisaient pas ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à réparer. Anissa sourit légèrement. Un ingénieur sur papier est une chose, un vrai mécanicien en est une autre. Ensuite vint le tour du système de refroidissement. Elle vida complètement le radiateur, le liquide vert s'écoulant dans des seaux que Joseph tenait. L'odeur forte d'additifs chimiques se répandit dans le hangar. Elle retira le filtre à air qui était sale, presque bouché par la poussière et les débris. Elle sortit le collecteur d'admission, une pièce lourde qui nécessita l'aide des 2 hommes pour dévisser et soulever. Chaque vis retirée était rangée dans des pots en plastique séparés. Elle avait des dizaines de ces pots organisés sur un établi, chacun numéroté avec une étiquette. Pot 1, vis collecteur, pot 2, vis culasse, pot 3, écrou, fixation. Une organisation chirurgicale, absolue. « Joseph, tu vois ça ?» Elle montrait chaque étape. La vraie mécanique, c'est l'organisation. La précipitation est l'ennemi de la perfection. Lorsque le carter fut enfin ouvert, les dégâts furent entièrement exposés. L'huile qui s'écoula était presque noire, épaisse comme du miel foncé, pleine de fragments métalliques qui brillaient sous la lumière comme de petites étoiles tombées. Limaille du piston cassé, minuscules morceaux de bronze de la bielle, raclures d'acier du cylindre, un désastre complet à l'intérieur. Anissa plongea sa main dans l'huile sale, prit quelques fragments entre ses doigts et les montra aux 2 hommes. « Regardez ça, chaque petit morceau raconte une histoire. Celui-ci,
L'aluminium vient du piston, ce bronze de la bielle, cet acier du cylindre. Le moteur ne s'est pas cassé d'un coup. Ce fut un processus. L'impact a fissuré le cylindre. La fuite hydraulique a contaminé la chambre. Le piston a commencé à travailler dans de mauvaises conditions jusqu'à ce qu'il casse. Antoine hocha la tête, impressionné. Comment savez-vous tout cela juste en regardant? Expérience et attention. Mon grand-père disait qu'un moteur est comme une personne. Quand il souffre, il donne des signes. Il faut juste savoir les lire. Le deuxième jour fut le plus difficile. Retirer le piston cassé du cylindre numéro 3 fut un travail qui demanda une patience de saint. La pièce était pratiquement soudée à l'intérieur, des fragments d'aluminium fondus avec l'acier du cylindre par la chaleur extrême de la panne. Anissa appliqua un pénétrant spécial, ce liquide qui débloque la rouille et les pièces grippées, et attendit une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Elle en appliquait de nouveau. Elle attendait encore. Elle n'était pas pressée. La précipitation gâche tout. Lorsqu'elle commença enfin à le dégager, elle utilisa un petit marteau en caoutchouc, tapant légèrement avec une précision millimétrique. Tac, tac, tac. Des sons doux résonnant dans le hangar silencieux. Elle tournait la pièce d'1 millimètre, tapait de nouveau, tournait un peu plus, tapait, tournait. Cela lui prit 4 heures, juste pour cela. 4 heures de travail délicat, chirurgical. Elle suait tellement qu'elle dut retirer le haut de sa combinaison, ne gardant que son t-shirt blanc en dessous, trempé de sueur. Ses cheveux ondulés s'échappèrent de sa coiffure, collant à son front mouillé. « Mademoiselle, vous ne voulez pas vous reposer un peu ?» Antoine lui offrit de l'eau. « Bientôt, je suis presque au bout. » Et finalement, avec un soupir métallique, le piston cassé sortit. Anissa tint la pièce détruite à la lumière. Elle ressemblait à une sculpture abstraite de métal torturé, l'aluminium fissuré, la jupe du piston déformée, les segments complètement détruits. « Regardez ça », montra-t-elle aux 2 hommes. C'était un piston parfait, usiné avec une précision de micron. Maintenant, c'est de la ferraille. Tout ça parce que personne n'a vu la fissure dans le cylindre à temps. La rectification du cylindre suivit, un travail manuel, fin, qui exigeait une concentration totale. Anissa adapta une petite meuleuse avec un disque spécial de ponçage fin, du papier de verre à l'eau de différentes granulations, d'abord le plus gros, 220, pour enlever les imperfections majeures, puis 400, puis 600, puis 1000. Chaque ponçage laissait la surface plus lisse, plus parfaite. Elle passa 6 heures juste pour cela. 6 heures courbée sur le moteur, la meuleuse vibrant dans ses mains, la fine poussière de métal volant, collant à sa sueur, tachant tout. Elle s'arrêtait de temps en temps pour passer la main sur la surface, sentant du bout des doigts la texture, cherchant des imperfections que les yeux ne voyaient pas. « Il faut que ce soit lisse comme un miroir », expliquait-elle en travaillant. « Moi, sinon, le nouveau piston n'étanchéifie pas correctement. Sinon, on perd de la compression. Sinon, le moteur ne fonctionnera pas à son potentiel maximum. » Ensuite, vint le nettoyage de chaque canal de lubrification du bloc. Il y en avait des dizaines, de petits trous et passages par où l'huile circulait pour lubrifier les pièces en mouvement. Tous étaient bouchés par de la calamine, des résidus, des fragments microscopiques. Anissa utilisa une brosse métallique fine, genre brosse à dents, mais avec des poils en métal, la plongeant dans du kérosène industriel. Elle nettoyait canal par canal, un par un, avec une patience infinie. Elle prenait la lampe de poche, éclairait l'intérieur, vérifiait. S'il y avait encore de la saleté, elle nettoyait encore et encore, jusqu'à ce que ce soit parfait. Les soupapes furent testées une par une à la lumière. Elle tenait chaque soupape près d'une lampe puissante, observant si la lumière passait sur les côtés lorsqu'elle était assise sur son siège. 2 laissaient passer. Elle devait être remplacée. Joseph, note ça. 2 soupapes d'admission, cylindre 2 et... qu'est-ce qu'il nous faudra commander? Mais d'autres soupapes furent polies manuellement jusqu'à devenir brillantes comme des miroirs. Un travail d'orfèvre, pas de mécanicien. Mais Anissa n'acceptait rien de moins que la perfection. Le vilebrequin était tordu.
Elle le découvrit en le plaçant sur un support en V et en utilisant un comparateur à cadran, cet instrument de précision à aiguille qui mesure des écarts de centièmes de millimètre. Elle tournait le vilebrequin lentement, observant l'aiguille danser. 2 centièmes de déviation. Cela semble peu, mais dans un moteur haute performance, c'est suffisant pour provoquer des vibrations, une usure prématurée. Elle le corrigea en utilisant un vérin hydraulique, appliquant une pression progressive, millimètre par millimètre, vérifiant avec le comparateur à cadran. Elle appliquait de la pression, mesurait, appliquait encore un peu, mesurait de nouveau jusqu'à ce que les aiguilles arrêtent de danser, jusqu'à ce qu'il soit absolument droit dans les marges acceptables. Le 3e jour, le remontage commença, le moment le plus critique de tous. « Maintenant, nous ne pouvons pas faire d'erreur », dit Anissa aux 2 hommes qui ressemblaient déjà à de vrais assistants, non plus à de simples travailleurs manuels. « Tout ce que nous avons démonté doit revenir exactement à sa place, avec le bon couple de serrage, dans le bon ordre. Une erreur ici et tout le travail est jeté à la poubelle. » Elle lubrifia d'abord le vilebrequin avec une huile spéciale, l'étalant généreusement avec les mains, couvrant chaque millimètre. Elle ajusta les nouveaux segments sur les nouveaux pistons, utilisant un outil spécifique pour ne pas forcer, pour ne pas casser. Elle installa les bielles, serrant les vis selon un modèle croisé, alternant les côtés, utilisant une clé dynamométrique calibrée. Chaque vis de la culasse fut serrée dans une séquence spécifique. De l'intérieur vers l'extérieur, selon un motif en croix, en 3 étapes de serrage. D'abord 30 mm, puis 50 mm, enfin 75 mm. Exactement cela. Ni plus ni moins. Le système d'injection fut entièrement révisé. Les injecteurs furent nettoyés dans un bain à ultrasons improvisé, testés un par un pour vérifier le modèle de pulvérisation, réinstallé avec de nouveaux joints en cuivre. La pompe d'injection fut calibrée manuellement, ajustant le point d'allumage avec une précision millimétrique, la quantité exacte de carburant par cylindre. Le système hydraulique fut corrigé en coupant le tuyau endommagé, en installant un nouveau, en effectuant un sertissage manuel et en testant la pression. 1 fois, 2, 3 fois, jusqu'à être absolument certaine qu'il n'y avait pas de fuite. Elle changea le filtre à carburant, installa un nouveau filtre à air, révisa toutes les courroies, purgea le système de refroidissement et remplit le radiateur d'eau déminéralisée mélangé à de l'additif dans la proportion exacte recommandée par le fabricant. Quand elle eut terminé, c'était déjà la fin de l'après-midi du 3e jour. Elle était épuisée, cerne profond, visage maculé de graisse, mains tremblantes de fatigue, mais les yeux brillaient. « Antoine, Joseph !» Elle regarda les 2 hommes. « Appelez tout le monde, je veux que tout le monde voie. » La nouvelle se répandit rapidement. En 15 minutes, le hangar était plein. Travailleurs, épouses, enfants, tout le monde voulait voir. Théodore apparut également, venant du manoir, le visage tendu. Anissa monta dans la cabine de la moissonneuse-batteuse, ajusta le siège, attacha sa ceinture. Ses mains sales de graisse tinrent le volant un instant. Puis, elle prit la clé. Le silence était absolu. 70, 80 personnes retenaient leur souffle en même temps. Elle tourna la clé. Le démarreur gémit 1 fois, 2 fois. Au 3e tour, quelque chose se produisit au fond, dans les entrailles de cette machine de 400 000 €. Un bruit profond venant de l'intérieur. Le moteur toussa, hésita comme s'il se souvenait comment fonctionnait, et puis il démarra. Ce rugissement caractéristique d'un moteur diesel de haute puissance explosa dans le silence. Propre, synchronisé, fort, parfait. La moissonneuse-batteuse trembla légèrement, puis se stabilisa. Le compte-tours monta à 800 tramines et resta là, ferme, constant, sans rater. Et le hangar explosa. Applaudissements, sifflements, travailleurs sautant, s'embrassant, célébrant comme si c'était un but en finale de championnat. Des femmes pleurant de joie, portant les mains à leur visage. Des enfants courant entre les jambes des adultes, riant sans vraiment comprendre ce qui se passait, mais sentant le bonheur dans l'air.
Antoine et Joseph coururent vers la cabine de la moissonneuse-batteuse, tapant sur les côtés de la machine, les mains ouvertes, faisant un bruit métallique qui se mêlait aux cris. « Elle a réussi! Elle a réussi !» Joseph criait, la voix étranglée. Un vieil homme, aux cheveux complètement blancs, qui travaillait au domaine depuis plus de 30 ans, se fraya un chemin à travers la foule, jusqu'à la cabine. Quand Anissa descendit, il lui prit les mains avec les siennes, calleuses et tremblantes d'émotion. « Mademoiselle, dit-il, les yeux humides, vous êtes bénie, bénie de Dieu. Vous nous avez sauvés, vous avez sauvé les familles d'ici. » Anissa sentit un nœud à la gorge. Elle n'était pas habituée à des démonstrations de gratitude aussi intenses. Elle serra les mains du vieil homme en retour, sans pouvoir dire quoi que ce soit. Gérard était juste là, un immense sourire sur le visage. Je ne l'avais pas dit qu'elle était bonne. D'autres personnes s'approchaient, voulant la saluer, la remercier, la toucher, comme si elle était une sorte de miracle ambulant. Mais au milieu de toute cette célébration, il y avait une personne complètement immobile, Monsieur Théodore de Noireval. Il restait immobile au même endroit qu'avant, à une dizaine de mètres de la moissonneuse-batteuse. Les bras ballants le long du corps, le visage était pâle. L'arrogance, cette posture de supériorité qu'il portait comme une seconde peau, avait complètement disparu. Et la place, il n'y avait que du choc, de l'admiration et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait lui-même nommer. La honte. Une honte véritable, lourde, écrasante. Anissa le vit là, immobile, et commença à marcher dans sa direction. La foule s'écarta, les sons de la célébration diminuant progressivement à mesure qu'il réalisait ce qui allait se passer. Quand elle s'arrêta devant lui, Théodore tenta de parler, ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Tenta de nouveau. La voix sortit rauque, basse. « Comment avez-vous fait ça ?»« Je l'ai déjà expliqué. » Anissa répondit calmement. « J'ai fait ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai vraiment regardé. J'ai senti la machine. J'ai respecté le travail. » Théodore hocha la tête lentement, comme s'il essayait encore de tout assimiler. 7 jours, 10 experts, 40 000 € jetés. Et vous en 3 jours. Il ne s'agit pas de temps, il ne s'agit pas d'argent. Anissa essuya ses mains sur sa combinaison tachée. Il s'agit de savoir ce que l'on fait. Il s'agit de dévouement authentique. Il s'agit de ne pas penser que les diplômes et les certifications vous rendent automatiquement meilleurs que les autres. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je vous ai jugé. Je vous ai jugé sur votre apparence, sur l'endroit où vous travaillez, sur le fait que vous êtes une femme. J'avais tort. Ce n'est pas seulement moi que vous avez mal jugé. » Anissa fit un geste vers les travailleurs alentour. « C'est tout le monde ici. Ces personnes que vous traitez comme des pièces jetables, que vous laissez dans le besoin pendant que vous jetez de l'argent avec des gens incompétents, juste parce qu'ils ont des diplômes accrochés au mur. » Théodore ferma les yeux. Les mots faisaient mal, parce qu'ils étaient vrais. Chacun d'eux était un coup de poignard précis dans des certitudes qu'il avait portées toute sa vie. « Vous avez raison. » Il admit finalement. La voix presque un murmure. « Je suis devenu un homme mauvais, un patron injuste, quelqu'un qui place l'argent au-dessus des gens. » Le hangar était maintenant dans un silence absolu. Tous observaient cette scène historique. Le patron riche, puissant, craint, admettant publiquement ses erreurs à une mécanicienne de garage. « Les salaires, » Anissa dit fermement, « c'était l'accord. Je sais, je paierai tous les salaires en retard avec les intérêts, dès aujourd'hui. » Théodore respira profondément. « Mais je veux faire plus que cela. » Anissa haussa un sourcil méfiant. « J'ai besoin de changer vraiment. Je ne sais pas si je peux, mais je dois essayer. » Il regarda autour de lui les visages des travailleurs qui le fixaient, avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « Vous méritez plus que ce que je vous ai donné, beaucoup plus. » Gérard fit un pas en avant. « Patron, vous êtes sérieux ?»« Oui. » Théodore se tourna vers lui. « Gérard, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 15 ans, patron. 15 ans de travail honnête, et je ne connais même pas le nom de vos enfants. » Théodore passa la main sur son visage.
Quel genre de patron suis-je? Le vieil homme aux cheveux complètement blancs qui avait tenu les mains d'Anissa parla, la voix tremblante mais ferme. Vous étiez un bon patron un jour, monsieur Théodore. Au début, quand madame Eulalie était vivante, vous étiez différent. En entendant le nom de son épouse décédée, Théodore sentit quelque chose se briser en lui. Eulalie, son épouse qui était décédée d'un cancer 5 ans auparavant. La femme qui avait toujours essayé de lui faire voir ces choses, qui lui demandait d'être plus gentil avec les employés, plus humain, mais il n'avait pas écouté. Il la trouvait trop douce, trop naïve. « Elle a essayé de me montrer », dit Théodore, la voix étranglée. « Ma femme a essayé, mais je n'ai pas écouté. J'ai cru en savoir plus. J'ai cru que la dureté était une force, que d'être craint était d'être respecté. » Anissa observa cet homme s'effondrer et, pendant un bref instant, ressentit quelque chose de similaire à de la compassion. Pas de la pitié, de la compassion. Reconnaître l'humanité défaillante chez quelqu'un qui essayait sincèrement de voir ses propres erreurs. « Théodore », dit-elle, en utilisant son prénom pour la première fois sans sarcasme. « Les mots sont faciles. Le changement est difficile. Si vous voulez vraiment être différent, prouvez-le par des actions, pas par de beaux discours. » « Je le prouverai. » Il se redressa, essayant de retrouver un peu de contenance. « À partir d'aujourd'hui, les salaires ne seront plus jamais en retard. Jamais. Je vais augmenter le salaire de tout le monde, de 15%. Je vais rénover les maisons qui ont besoin de réparation. Je vais construire une crèche pour que les enfants restent pendant que leurs parents travaillent. » Des murmures de surprise parcoururent la foule. Et plus encore, Théodore continua, regardant maintenant Anissa directement. « Je veux que vous soyez la mécanicienne officielle du domaine. Un salaire de 2000 € par mois, un équipement de qualité, 2 aides fixes. » Il fit un geste vers Antoine et Joseph. « Ces deux-là, s'ils le veulent, et je vais construire un véritable atelier avec des outils adéquats, un espace approprié. Je ne veux plus vous voir travailler avec votre vieille mallette. » Anissa fronça les sourcils. Pourquoi accepterais-je de travailler pour quelqu'un qui m'a humilié? Parce que j'ai changé, ou du moins j'essaie de changer. Théodore hésita. Et parce que j'ai besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur de me rappeler qui je devrais vraiment être. J'ai besoin de vous ici, me montrant chaque jour que j'avais tort sur tout. Silence, pesant. Je vais y réfléchir, dit Anissa finalement. Très bien. Réfléchissez, visitez le domaine dans quelques jours, voyez si j'ai vraiment changé, puis décidez. Anissa hocha la tête, prit sa mallette verte délavée et commença à marcher vers la sortie du hangar. Les travailleurs s'écartèrent, beaucoup lui touchant l'épaule en signe de remerciement silencieux alors qu'elle passait. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Théodore, une dernière chose. Dites. » « Non, vous ne m'avez pas sauvé en réparant cette moissonneuse-batteuse, et je ne vous ai pas sauvé, vous devez vous sauver vous-même, vous devez choisir chaque jour d'être un homme meilleur qu'hier, personne ne peut faire cela pour vous. » Et elle sortit, laissant ces mots résonner dans le hangar silencieux. Théodore resta là, immobile, longtemps après son départ. Les travailleurs commencèrent à se disperser peu à peu, commentant entre eux à voix basse, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Antoine s'approcha de lui. « Patron, vous étiez sérieux à propos de la crèche, des rénovations, des augmentations. » Théodore le regarda. « Oui, Antoine, j'étais sérieux sur tout. Et si je ne tiens pas ma parole, alors vous avez tout à fait le droit de me le rappeler chaque jour, si nécessaire. » Antoine sourit légèrement. « Elle est incroyable, n'est-ce pas, Anissa ?»« Oui, » admit Théodore, « elle est le genre de personne que j'aurais toujours dû être, le genre de personne que ma femme voulait que je sois. » Cette nuit-là, Théodore ne put dormir. Assis seul dans le bureau du manoir, il regardait le plafond en bois noble tout en tenant un verre de whisky qu'il n'avait pas le courage de boire. Son esprit tournait en rond, revisitant chaque certitude qu'il avait sur le monde. Que l'argent achetait la compétence? Faux. Que les diplômes garantissaient la connaissance? Faux. Que les hommes étaient naturellement meilleurs dans les travaux techniques? Faux.
Que les pauvres étaient les pauvres par manque de capacité? Faux. Qu'il était au-dessus de tout le monde? Complètement faux. Une femme de 30 ans avec une combinaison tachée et une vieille mallette avait détruit chacune de ses certitudes en 3 jours. Il se leva et alla vers l'étagère, prenant un carnet à couverture de cuir, le journal d'Eulalie. Elle y écrivait tous les jours, enregistrant pensées, préoccupations, rêves. Théodore n'avait jamais eu le courage de le lire après sa mort, mais maintenant il ouvrit une page au hasard. L'écriture délicate de son épouse sauta de la page. Théodore devient de plus en plus dur avec les employés. Hier, il a crié sur Gérard parce qu'il avait demandé une avance pour acheter des médicaments pour son fils. J'ai essayé de parler, mais il a dit que j'étais trop douce, que je ne comprenais rien aux affaires. J'ai peur de l'homme qu'il est en train de devenir. L'homme que je connaissais était gentil, avait de la compassion. Où est-il passé? Théodore sentit des larmes lui brûler les yeux. Il ferma délicatement le journal, le serrant contre sa poitrine. « Je me suis perdu, Eulalie. » Il murmura dans le bureau vide. « Mais je vais essayer de me retrouver, je le promets. » Et pour la première fois en 5 ans, depuis la mort de son épouse, Théodore pleura. 22 semaines qui ont changé non seulement un domaine, mais la vie de dizaines de personnes. 22 semaines qui ont prouvé qu'une transformation authentique, aussi difficile soit-elle, est possible quand il y a une vraie volonté. La région de la Touraine se réveillait différemment ce matin de septembre. Le soleil se levait derrière les douces collines, peignant le ciel d'orange et de rose, illuminant les champs de céréales qui s'étendaient à l'horizon. Et au centre de tout cela, le domaine Sainte-Victoire n'était plus le même. La première chose que tout visiteur remarquait en franchissant le portail principal était la nouvelle construction. Un atelier de mécanique de près de 200 mètres carrés. Une structure moderne avec des murs en maçonnerie peints en blanc, un toit haut avec des tuiles thermiques, de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle de tous les côtés. Des ventilateurs industriels au plafond maintenaient l'air en circulation même par la chaleur du jour. Le sol était en béton poli, propre, sans tache d'huile, car Anissa insistait sur l'ordre absolu. Au portail d'entrée, une plaque discrète mais élégante, Atelier mécanique Sainte-Victoire, chef d'atelier Anissa Dubois-Moreau. À l'intérieur de l'atelier, c'était comme entrer dans un rêve pour tout mécanicien. Des outils de dernière génération organisés sur des panneaux parfaitement rangés sur les murs, des clés à choc pneumatiques suspendues par taille, des jeux complets de douilles métriques et en pouces, des clés dynamométriques numériques calibrées, des pinces de tout type imaginable, des établis en acier inoxydable avec étau fixe, des équipements de soudure MIG et TIG, des scanners de diagnostic professionnel pour les systèmes électroniques, des presses hydrauliques de différentes capacités, des rectifieuses portatives, un compresseur d'air haute pression, un élévateur automobile hydraulique pour les travaux lourds, tout propre, tout organisé, tout fonctionnant parfaitement, et au centre de tout cela, commandant avec une autorité naturelle, mais sans arrogance, se trouvait Anissa. Elle portait toujours sa combinaison en cuir blanc, encore tachée de graisse, car certaines taches font partie de l'histoire et ne doivent pas être effacées. Mais maintenant, elle avait 3 combinaisons identiques de rechange, suspendues dans une armoire. Ses lunettes de vue avaient été remplacées par une nouvelle paire, sans rayures. Le bracelet jaune continuait à son poignet gauche. La coiffure vintage ondulée, impeccable comme toujours. Antoine et Joseph n'étaient plus seulement des aides temporaires, ils étaient officiellement des mécaniciens auxiliaires, contrat à durée indéterminée, salaire décent, uniforme avec leur nom brodé et leur croissance en ces mois avait été extraordinaire. « Antoine, viens ici. » Anissa l'appela ce matin-là, désignant le tracteur John Deere qui était sur l'élévateur. « Regarde la fuite sur ce joint. Qu'est-ce que tu ferais ?» Antoine s'approcha, observa attentivement, s'accroupit pour mieux voir. « D'abord, je vidangerai l'huile, puis je retirerai l'arbre de transmission. J'aurai alors accès au joint pour le remplacer. »« Parfait. » Anissa sourit. « Il y a quelques mois, tu ne savais même pas ce qu'était un joint. Regarde où tu en es arrivé. »
Antoine lui rendit son sourire, les yeux brillants de fierté. « J'ai appris avec la meilleure, mademoiselle. » Joseph était de l'autre côté de l'atelier, calibrant les injecteurs d'un pick-up Hilux. Il maniait les instruments de précision avec le soin qu'Anissa lui avait enseigné, vérifiant chaque mesure 2 fois avant de confirmer. L'atelier avait déjà obslugié plus de 40 machines en ces mois. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, semoirs, pick-up du domaine, même certains équipements de domaines voisins. La réputation d'Anissa s'était répandue dans toute la région comme le feu dans les herbes sèches. Des agriculteurs de toute la Touraine recherchaient maintenant ses services. Madame Anissa, un agriculteur à moustache grisonnante, était apparue la semaine précédente. « Ma moissonneuse-batteuse quai a un problème de transmission. 3 mécaniciens l'ont déjà regardé. Personne n'a pu le résoudre. Combien demandez-vous pour y jeter un œil ?» Anissa était allée dans son domaine, avait diagnostiqué le problème en 20 minutes. Engrenage planétaire usé et l'avait réparé en 2 jours. L'agriculteur avait essayé de payer le double du prix convenu, mais elle avait refusé. « Nous avons convenu d'un prix. C'est celui qui est valable, » dit-elle avec fermeté. « Je ne travaille pas par charité, mais je ne demande pas non plus que ce qui est juste. » La nouvelle de cette attitude se répandit. Anissa Dubois-Moreau était maintenant connue non seulement pour sa compétence technique exceptionnelle, mais aussi pour son honnêteté inébranlable. Dans une région où de nombreux mécaniciens gonflaient les devis et inventaient des problèmes, elle était une bouffée d'air frais. Mais l'atelier n'était qu'une des transformations du domaine Sainte-Victoire. Monsieur Théodore de Noirval avait tenu toutes les promesses qu'il avait faites ce jour-là dans le hangar. Chacune, sans exception. Les salaires en retard avaient été payés le même jour avec des intérêts calculés par un comptable indépendant. Et depuis, en 22 semaines, aucun paiement n'avait été en retard d'un seul jour. Aucun. L'augmentation de 15% des salaires avait été mise en œuvre le mois suivant, rétroactive à la date de la promesse. Certains travailleurs pleurèrent en recevant leur premier bulletin de paie corrigé. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir renouvelé. Les maisons des employés qui avaient besoin de réparation avaient été rénovées une par une. Des tuiles neuves remplaçant les vieilles et percées. La plomberie réparée, mettant fin aux fuites qui gaspillaient l'eau. Une peinture fraîche dans des couleurs joyeuses, choisies par les familles elles-mêmes. Des fenêtres qui fermaient bien, des portes qui ne grinçaient plus, de petites dignités qui faisaient une énorme différence dans la vie des gens. Mais l'œuvre qui remplit le plus de fierté le cœur des travailleurs fut la crèche. Un nouveau bâtiment, spécialement construit, peint de couleurs vives, jaune, bleu, vert, rose. Des murs décorés de peintures d'animaux et d'arbres réalisés par une artiste locale. 3 grandes salles aérées, chacune pouvant accueillir 10 enfants, des salles de bain adaptées aux petits, une cuisine équipée où une cuisinière préparait des repas sains. Et à l'extérieur, une aire de jeu colorée avec des balançoires, un toboggan, une bascule, un bac à sable. 2 enseignantes avaient été embauchées, des femmes de la région avec une formation en pédagogie. La crèche fonctionnait gratuitement pour tous les enfants des travailleurs du domaine. Gratuitement, les mères pouvaient y laisser leurs enfants le matin, sachant qu'ils seraient en sécurité, nourris, apprenant, jouant, pendant qu'elles travaillaient l'esprit tranquille. Monsieur Théodore, une travailleuse nommée Jeanne, avait dit, les larmes aux yeux lors de l'inauguration de la crèche. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour nous. Je passais la journée entière à m'inquiéter pour mes jeunes enfants à la maison, seul. Maintenant je travaille en paix, sachant qu'ils sont ici en sécurité, bien soignés. » Théodore, présent à l'inauguration, avait seulement hoché la tête, trop ému pour parler. Le réfectoire des travailleurs avait également été entièrement rénové, des tables et chaises neuves remplaçant les vieilles et cassées. Climatisation installée pour le confort pendant les heures de forte chaleur. Et le plus important, des repas de qualité, copieux, nutritifs, sans coût pour les travailleurs. Petit déjeuner, déjeuner et goûter. Personne ne travaillait plus le ventre vide au domaine Sainte-Victoire.
Un nouveau système d'irrigation automatisé avait été installé dans les champs, facilitant le travail et réduisant l'effort physique des travailleurs. Une salle de repos, avec climatisation, canapé confortable et une télévision, avait été créée pour les pauses. Mais la plus grande transformation de toutes n'était pas dans les constructions ou les équipements, elle était en Théodore lui-même. L'homme qui marchait dans les champs ce matin de septembre n'était plus le même qu'il y a 22 semaines. Physiquement, il semblait même différent. Il portait maintenant des vêtements simples, un jean et une chemise en coton, au lieu de costumes coûteux. Ses cheveux grisonnants n'étaient plus rigidement coiffés avec du gel, mais légèrement ébouriffés par le vent. La montre suisse avait été remplacée par une Casio simple. L'expression de son visage était également différente, plus légère, plus tranquille, comme si un poids énorme avait été ôté de ses épaules. Il saluait chaque travailleur par son nom. Il connaissait maintenant le nom des épouses, des enfants, demandait comment ils allaient, s'ils avaient de besoin de quelque chose, non par obligation, mais par intérêt sincère. « Bonjour, Gérard. Comment va votre garçon? La fièvre est passée ?»« Oui, patron, merci de demander. »« Tant mieux. Si vous devez vous absenter pour l'emmener chez le médecin, vous pouvez y aller tranquillement. La santé, avant tout. » Des conversations comme celle-ci avaient lieu tous les jours. Maintenant, de petites démonstrations d'humanité qui reconstruisaient des ponts brûlés par des années de dureté. Les travailleurs remarquaient le changement et en parlaient entre eux pendant les pauses. « Le patron est vraiment différent, hein? »« Oui, il semble être une autre personne. »« Tu crois que ça va durer ou c'est juste des paroles en l'air ? » Ça fait presque 6 mois. Si ce n'était que des paroles, il serait déjà revenu à la normale. C'est vrai. Je crois que cette fois, c'est pour de bon. Et c'était pour de bon. Théodore avait découvert quelque chose de fondamental. Être respecté pour de vrai, par choix et non par peur, était infiniment mieux que d'être craint. Voir les travailleurs sourire quand ils s'approchaient au lieu de baisser la tête de peur était une sensation qu'aucun argent ne pouvait acheter. Le domaine prospérait comme jamais. La dernière récolte avait été la plus importante en 10 ans. La moissonneuse-batteuse réparée par Anissa fonctionnait parfaitement. Elle avait récolté plus de 200 hectares sans aucun problème. Les travailleurs, heureux et bien traités, produisaient plus, avec plus de soin, avec plus de dévouement. C'était un cycle vertueux où tout le monde gagnait. Anissa avait accepté le poste de mécanicienne officielle 3 semaines après l'épisode de la moissonneuse-batteuse. Elle avait visité le domaine, parlé avec les travailleurs, observé les changements qui commençaient à se produire et avait décidé de donner une chance. « Théodore, » lui avait-elle dit, « j'accepterai, mais à une condition. Le jour où vous redeviendrez cet homme arrogant d'avant, je partirai sans préavis, sans deuxième chance. C'est convenu? » Convenu. Et j'espère que vous tiendrez cette promesse. J'ai besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur de me remettre à ma place. Si je commence à glisser de nouveau... Elle ne lui faisait pas encore entièrement confiance. La confiance prend du temps. Elle doit être construite brique par brique. Mais elle respectait l'effort, elle respectait la transformation authentique qu'elle voyait se produire sous ses yeux. Cet après-midi de septembre, Anissa monta sur le toit de l'atelier, comme elle avait l'habitude de le faire en fin de journée. Elle s'assit là, les jambes balançant au bord, observant le coucher de soleil peindre le ciel de tons impossibles d'orange, de rouge, de violet. De là-haut, elle voyait l'immensité des champs récoltés, les machines garées de manière organisée, les maisons des travailleurs avec des lumières commençant à s'allumer, des fumées montant des cheminées où les dîners étaient préparés, des enfants courant dans la cour de la crèche dans les dernières minutes avant la fermeture, des rires résonnant au loin, la vie, la dignité, l'espoir. Elle pensa à son grand-père dans le Limousin aride, réparant de vieux tracteurs, recevant son paiement en sacs de farine, son grand-père Raymond, qui avait des mains calleuses et un cœur énorme, qui lui avait enseigné non seulement la mécanique, mais aussi des valeurs, l'honnêteté, le respect, le dévouement, l'humilité. « Grand-père, murmura-t-elle au vent, on est allé loin,
et on n'a jamais oublié ce que vous nous avez appris. Elle pensa à son parcours jusqu'ici, adolescente fuyant la sécheresse avec 60 € en poche, dormant dans les gares routières, lavant le sol des boulangeries, servant des repas, chaque travail accepté avec dignité, chaque centime économisé avec sacrifice, jusqu'à obtenir sa chance au garage. Et puis ceci, son propre atelier, le respect, la reconnaissance. Elle pensa à Théodore, à la facilité avec laquelle elle avait pu haïr cet homme au début, à la façon dont la colère avait bouilli quand il lui avait offert 5 € comme si elle était une mendiante. Mais maintenant, voyant sa transformation, il était difficile de maintenir la haine car il essayait sincèrement. Il glissait parfois, bien sûr, les vieilles habitudes sont tenaces, mais il se corrigeait toujours, s'excusait toujours quand il se trompait. Au manoir. Au même moment, Théodore était assis sur la véranda avec le journal d'Eulalie, ouvert sur ses genoux. Il avait pris l'habitude de lire quelques pages chaque soir, pour garder vivante sa mémoire et les valeurs qu'elle représentait. La page de ce jour disait « J'espère qu'un jour mon mari comprendra que la richesse n'est pas la taille du domaine, ni le nombre de machines ou d'hectares de terre, la vraie richesse. C'est la grandeur du cœur. C'est bien traiter ceux qui travaillent à vos côtés. C'est laisser un héritage de bonté, non de peur. C'est être rappelé avec affection après votre départ, non avec soulagement. » Théodore referma délicatement le carnet, le serrant contre sa poitrine, comme il le faisait toutes les nuits. Il regarda par la fenêtre et vit la lumière allumée sur le toit de l'atelier, la silhouette d'Anissa découpée contre le ciel orangé du coucher de soleil. « J'essaie, Eulalie. » dit-il à son épouse qui n'était plus là, mais qu'il sentait présente d'une certaine manière. « Pour la première fois depuis des années, j'essaie vraiment d'être l'homme que tu méritais, l'homme que ces gens méritent. » Et pour la première fois depuis très très longtemps, Théodore ressentit quelque chose, comme la paix. Le lendemain, un agriculteur d'une ville voisine apparut à l'atelier, cherchant Anissa. « Madame Anissa, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai une moissonneuse-batteuse Massey Ferguson, avec un problème que personne ne parvient à résoudre. Pourriez-vous y jeter un œil ?» Anissa sourit. « Bien sûr. Donnez-moi l'adresse, j'irai demain. » Antoine, qui était proche, commenta après le départ de l'agriculteur. « Mademoiselle, vous êtes déjà célèbre dans toute la région. Tout le monde veut vous embaucher. La renommée ne nourrit pas son homme, Antoine. Un travail bien fait, oui. » Elle s'essuya les mains sur un chiffon. « Et tant que j'aurai la santé et la force, je continuerai à faire ce que je sais faire, réparer des machines et enseigner à de braves gens comme vous. » Joseph s'approcha aussi. « Mademoiselle, je peux vous poser une question ?»« Oui. Vous ne ressentez pas parfois de la colère d'avoir été traité de cette façon au début, humilié devant tout le monde ?» Anissa réfléchit un instant, avant de répondre « J'ai ressenti de la colère, Joseph, beaucoup de colère. Mais la colère est comme un poison, elle blesse plus celui qui la garde que celui qui l'a causée. Monsieur Théodore a fait une erreur, il l'a reconnue et il essaie de s'améliorer. C'est ça qui compte. Il ne sert à rien de ruminer le passé quand le présent montre un vrai changement. Alors, vous lui avez pardonné. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie ne pas laisser l'erreur des autres contrôler votre vie. » Elle posa la main sur l'épaule du jeune homme. « Apprends cela maintenant que tu es jeune. Garder de la rancœur ne fait que te rendre malheureux. Reconnaître un changement sincère chez les gens est une sagesse. » Et c'est ainsi, mes chers amis, que la vie se déroula au domaine Sainte-Victoire, non pas parfaite, car la perfection n'existe pas en ce monde, mais infiniment meilleure qu'elle ne l'était, avec dignité, avec respect, avec espoir. Anissa Dubois. Moreau avait prouvé quelque chose de fondamental, que le talent n'a pas de genre, que la compétence ne se mesure pas à l'apparence ou à l'origine, que la dignité ne s'achète ni ne se vend. Et M. Théodore de Noireval avait appris de la manière la plus douloureuse, mais nécessaire, qu'être un véritable être humain vaut plus que n'importe quelle fortune. Deux personnes, deux mondes complètement différents, une moissonneuse-batteuse en panne qui devint le pont de leur transformation mutuelle. Et si le grand-père d'Anissa était vivant,
il sourirait, car elle avait honoré son héritage de la meilleure façon possible, en étant honnête, travailleuse, humble et surtout humaine.